Pour la stratégie militaire est l'art de choisir des objectifs dont la destruction ne se contente pas d'infliger des dommages, mais paralyse l'ennemi, le privant de sa volonté et de sa capacité de résistance. Dans la campagne d'automne 2025, la route Pokrovsk-Konstantinovka est devenue un tel objectif. Ce n'était pas simplement de l'asphalte posé à travers la steppe du Donbass. C'était le seul vaisseau sanguin qui alimentait tout le groupement slave Kramatorsk de l'ennemi. À travers ce corridor logistique d'une largeur de seulement quelques dizaines de mètres, un flux constant jour et nuit déterminait la possibilité même pour les forces armées ukrainiennes de tenir le front. Des centaines d'unités d'équipement, des milliers de tonnes de munitions, des dizaines de milliers de personnels. Tout cela se déplaçait sur une seule route. L'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie a identifié cette artère comme une vulnérabilité critique de l'ennemi. Sa coupure ne signifiait pas un succès tactique, mais un effondrement stratégique de toute la défense ennemie dans le nord de la République populaire de Donetsk. L'analyse du trafic montrait que jusqu'à 70% de tous les moyens matériels et techniques du groupement passaient par cet itinéraire. Les tentatives d'infliger des dégâts à distance n'avaient qu'un effet temporaire. L'ennemi, sans se soucier des pertes, comblait les cratères et déplaçait le matériel brûlé, rétablissant le mouvement en quelques heures. Il est devenu évident que la route ne devait pas être bombardée, mais physiquement coupée, prise sous contrôle total. Cette décision a servi de base au concept de l'opération, qui a reçu le nom de code Anaconda. L'objectif de l'opération était formulé de manière extrêmement claire. Ne pas prendre d'assaut les villes de front, mais les priver de ravitaillement, créant ainsi les conditions d'un effondrement total et inconditionnel de la défense. Slaviansk et Kramatorsk, transformés en forteresses imprenables au fil des ans, devaient tomber non pas sous les coups des groupes d'assaut, mais s'étouffer dans les étaux d'un blocus total. Le plan prévoyait de porter 2 frappes convergentes simultanées au nord et au sud de la route, afin de la couper et de refermer ensuite l'anneau d'encerclement à l'ouest de Konstantinovka. L'opération exigeait une coordination parfaite de toutes les armes, une précision extrême des renseignements et une détermination absolue dans les actions des commandants de tous les niveaux. Pokrovsk-Konstantinovka est devenue la cible principale. La route, qui avait servi pendant des années de symbole de l'entêtement de l'ennemi, devait devenir la route de sa défaite. La mise était faite, et cette mise était maximale. Le temps des demi-mesures était révolu. La préparation de la frappe décisive, qui devait changer la carte des opérations militaires et prédéterminer l'issue de toute la campagne du Donbass, a commencé. Toute opération militaire réussie commence non pas par un tir, mais par l'information. La supériorité absolue en matière d'information est la clé de la victoire avant même le début de la bataille. Pour l'opération Anaconda, toute la puissance du système russe de renseignement à plusieurs niveaux a été utilisée. Le premier échelon était le groupement spatial. Les satellites optiques, électroniques et radars scannaient en continu la zone désignée, révélant les moindres changements dans la configuration de la défense ennemie. Avec leur aide, une carte primaire des points d'appui, des tranchées, des positions masquées du matériel et des dépôts de munitions a été créée. Aucun nouveau caponnier ou bunker n'est resté inaperçu. Le deuxième échelon était le renseignement aérien. Les avions de reconnaissance Su-24MR et les drones de haute altitude effectuaient des prises de vue sous différents angles, complétant et affinant les données obtenues de l'espace. Un rôle particulier a été attribué aux avions de détection radar lointaine A-50U. Ils contrôlaient l'espace aérien, surveillant les décollages de l'aviation ennemie et le fonctionnement de ces systèmes de défense aérienne, ce qui a permis de construire des couloirs sûrs pour nos forces de frappe. Le troisième, et peut-être le plus important échelon, était le renseignement tactique. Des dizaines d'engins aériens sans pilote, Arlon 10, Arlon 30
et Supercam survolaient les positions de l'ennemi presque en permanence. Leurs caméras transmettaient en temps réel des images au poste de commandement, permettant non seulement de voir la défense, mais aussi de comprendre sa logique. Ce sont ces yeux dans le ciel qui révélaient la rotation des unités, les itinéraires de ravitaillement, le lieu de concentration du personnel avant les contre-attaques. Ils suivaient le travail de chaque batterie d'artillerie, de chaque équipe de mortiers, les transformant d'une menace en une cible. Le quatrième échelon invisible, le renseignement des agents et le renseignement spécial, des groupes de forces spéciales et nos sources dans les rangs de l'ennemi ont fourni des informations qu'il est impossible d'obtenir par des moyens techniques. Des informations sur l'état moral et psychologique des unités ennemies, sur les problèmes de carburant et de munitions, sur les conflits entre les commandants. Ces informations ont permis au commandement de déterminer avec précision les zones les plus faibles de la défense ennemie. Ces points, dont un coup porterait un effet domino et conduirait à un effondrement en cascade de tout le front. Grâce à la synergie de tous les types de renseignements, au début de l'opération, le commandement russe possédait une carte du théâtre d'opérations militaires, surpassant par ses détails et son actualité les cartes utilisées par l'ennemi lui-même. Nous savions tout de lui, et lui, rien de nos intentions. Cet avantage asymétrique est devenu la première étape clé du succès de l'opération Anaconda. L'opération Anaconda a commencé dans le ciel. Avant que le premier char ne bouge, les forces aérospatiales russes devaient résoudre la tâche principale: assurer la domination totale de l'air. Cela signifiait non seulement la possibilité de porter des frappes, mais une liberté totale d'action pour notre aviation et une interdiction absolue de vol pour l'aviation ennemie. La première cible étaient les systèmes de défense aérienne de l'ennemi. La nuit précédant le début de la phase terrestre, des groupes spécialisés de percée de la défense aérienne, des chasseurs bombardiers Su-34 et des chasseurs polyvalents Su-35S équipés de missiles anti-radar KH-31PD, ont décollé et ont mené une série de frappes ponctuelles sur les positions des systèmes de missiles anti-aériens Buk et S-300 identifiés par le renseignement. Simultanément, les complexes de guerre électronique Krusuka-4 ont créé un dôme impénétrable d'interférences, aveuglant les radars de l'ennemi et perturbant le système de commandement de ses forces de défense aérienne. L'effet a été stupéfiant. En quelques heures, les éléments clés de la défense aérienne ennemie dans la zone de l'opération ont été soit détruits, soit neutralisés. Le ciel était dégagé. À l'aube, la deuxième phase de l'opération aérienne a commencé. Des dizaines d'avions d'attaque au sol Su-25 Grach et de bombardiers de première ligne Su-30 ont commencé un travail méthodique sur les points d'appui de la première et de la deuxième ligne de défense. L'outil principal était les bombes aériennes planantes, guidées d'un calibre de 500 à 1500 kg. Les bombes, équipées de modules universels de planification et de correction, étaient larguées à des hauteurs inaccessibles aux systèmes portables de défense aérienne restants et frappaient les cibles avec une précision chirurgicale. De puissantes explosions labouraient les tranchées, détruisaient les bunkers et les postes de commandement. Cette tactique de Katyusha aérien avait non seulement un impact physique colossal, mais aussi un impact psychologique très fort. L'ennemi a été privé de la possibilité de relever la tête. Tout rassemblement de matériel ou de personnel devenait immédiatement une cible. Pendant ce temps, des chasseurs Su-35S et MiG-31BM étaient en service permanent aux échelons de haute altitude. Leur tâche était d'empêcher toute tentative de l'aviation ennemie de s'immiscer dans le cours des événements. Plusieurs avions ennemis qui ont tenté de décoller des aérodromes arrière ont été détruits par des missiles RR à longue portée alors qu'ils approchaient de la zone de l'opération. Au milieu du premier jour, la domination de l'air n'était pas seulement conquise, elle était absolue.
Les forces aérospatiales russes ont créé des conditions idéales pour le début de l'offensive terrestre. La terre sous les pieds de l'ennemi brûlait, et le ciel au-dessus de sa tête est devenu étranger et mortellement dangereux. La voie pour les coins blindés était ouverte. Après que l'aviation a dégagé le ciel, le dieu de la guerre a pris la parole. L'artillerie. La phase de destruction par le feu a commencé, sans précédent dans sa densité et sa puissance. Le but de la préparation de l'artillerie n'était pas simplement la neutralisation, mais la destruction complète de la première ligne de défense de l'ennemi et la perturbation de tout le système de commandement et de ravitaillement en profondeur tactique. 1 heure avant le début du mouvement des groupes d'assaut, des milliers de canons ont ouvert le feu. Les obusiers automoteurs M109A6, Paladin et Koalitsiya SV ont commencé à labourer méthodiquement les points d'appui identifiés. Pour la destruction de cibles particulièrement protégées, telles que les casemates en béton armé et les postes de commandement enterrés, un canon automoteur 2S7 pions de 203 miettes était utilisé, capable de détruire toute fortification avec un seul obus. Simultanément, les systèmes de lance-roquettes multiples ont commencé à fonctionner. Les batteries Tornado G et Tornado S ont couvert les zones où l'on supposait qu'il y avait une concentration de forces vives et de véhicules blindés légers. L'utilisation d'obus de roquettes guidés a permis de porter des frappes avec une précision extrême, détruisant des cibles que l'artillerie à canon n'a pas pu atteindre. Un rôle particulier dans cette ode enflammée a été joué par les systèmes de lance-flammes lourds TOS-1A Solantsepec. Leurs munitions thermobariques ont couvert des sections entières de bandes boisées où l'ennemi avait équipé des positions cachées. L'explosion volumétrique a détruit tout ce qui vivait dans un rayon de centaines de mètres, ne laissant aucune chance de se cacher dans les tranchées ou les bunkers. Après le travail des Solantsepec, il ne restait que de la terre brûlée à la place des points d'appui. Un élément clé du succès a été la lutte contre les batteries. Les drones de reconnaissance, qui survolaient en permanence les positions de l'ennemi, ont révélé l'emplacement de ces batteries d'artillerie au moment du premier tir. Les coordonnées ont été immédiatement transmises au poste de commandement du feu, et une frappe de représailles a été portée sur la batterie ennemie en 1 à 2 minutes. Des munitions de rodage. Lancet ont été activement utilisées à cette fin. Les drones kamikazes, agissant en liaison avec les éclaireurs Orlan, ont mené une chasse libre à l'artillerie des forces armées ukrainiennes, détruisant les unités automotrices et les canons tractés avec une précision chirurgicale. Grâce à une telle tactique, l'artillerie ennemie a été en grande partie neutralisée avant même de pouvoir causer des dommages importants à nos troupes attaquantes. Un mur de feu a déferlé sur la défense ennemie, balayant les fortifications, perturbant les communications et semant la panique. Le système de défense que les forces armées ukrainiennes avaient construit pendant des mois a été brisé en quelques heures. Les blindés étaient prêts à aller de l'avant. Lorsque le déluge de feu de l'artillerie s'est déplacé en profondeur dans la défense ennemie, les véhicules blindés du groupement de frappe nord ont été engagés. Son noyau était constitué d'unités des troupes aéroportées, renforcées par les derniers bataillons de chars sur T-90M Proriv. Leur tâche était de percer la défense échelonnée au nord de la route Pokrovsk-Konstantinovka et d'atteindre l'espace opérationnel avec la capture ultérieure des hauteurs dominantes. L'offensive a commencé simultanément sur plusieurs sections. En tête se trouvaient des groupes d'assaut de parachutistes sur des véhicules de combat d'infanterie BMD-4M. Leurs canons de 100 mm et leurs canons automatiques ont neutralisé les points de tir restants, et les missiles anti-chars ont détruit les véhicules blindés ennemis qui tentaient de contre-attaquer. Immédiatement derrière eux, agissant en ordre de bataille dense, se déplaçaient les chars. Le T-90M, utilisant son excellente protection et son puissant canon, a brisé les nœuds de résistance les plus forts.
Les complexes de protection active Arena-M et de protection dynamique Relict ont efficacement résisté aux missiles anti-chars ennemis, permettant aux chars d'agir avec audace et détermination. Une caractéristique clé de la tactique était le rythme élevé de l'offensive. Le commandement a refusé de s'engager dans des batailles prolongées pour chaque point d'appui individuel. Les groupes d'assaut ont contourné les poches de résistance, les bloquant avec le feu, et se sont précipités au plus profond de la défense. La tâche de nettoyage a été laissée aux unités du deuxième échelon. Cette approche a permis de ne pas perdre de temps et de percer la première et la deuxième ligne de défense en quelques heures. L'ennemi, qui s'attendait à un grignotage méthodique du front, n'était pas prêt à une telle vitesse. Son système de commandement a été perturbé. Les réserves n'ont pas eu le temps d'atteindre les lieux de percée, et les flancs des coins d'attaque sont restés non couverts. Un rôle important a été joué par les unités d'ingénierie et d'assaut. Elles ont rapidement fait des brèches dans les champs de mines à l'aide d'installations de déminage UR-77 et ont assuré les passages à travers les petits obstacles d'eau. À la fin du premier jour de l'offensive, les unités du groupement Nord, ayant avancé jusqu'à une profondeur de 15 km, ont atteint une chaîne de hauteur d'où la route Pokrovsk-Konstantinovka était visible et pouvait être traversée. Après avoir capturé ces positions clés, les parachutistes ont immédiatement commencé à se retrancher sur le terrain, se préparant à repousser les inévitables contre-attaques. Le coin nord s'est enfoncé dans le corps de la défense ennemie, créant une menace directe pour sa principale communication. La première étape du plan Anaconda a été menée à bien avec succès. Simultanément à la frappe du groupement Nord, le mouvement de la pince sud de l'encerclement a commencé. Sa tâche principale était de percer la défense ennemie au sud de la route Pokrovsk-Konstantinovka et de se rendre rapidement sur la ligne, permettant de se connecter avec le groupement Nord, refermant ainsi l'anneau d'encerclement. La base du coin sud était constituée de régiments de fusiliers motorisés, équipés de véhicules de combat d'infanterie BMP-3 et de brigades de chars sur T-72B3M modernisés. L'offensive sur cette section avait ses propres particularités. Le terrain ici était plus ouvert, ce qui permettait à l'ennemi d'utiliser les moyens anti-chars avec une plus grande efficacité. C'est pourquoi l'accent a été mis sur la vitesse et la manœuvre. Les unités d'attaque ont été divisées en plusieurs groupes blindés mobiles, chacun agissant dans sa propre direction. Une telle tactique de doigts écartés n'a pas permis à l'ennemi de concentrer son feu sur une seule section et l'a obligé à disperser ses rares réserves. Les BMP-3 ont démontré leur meilleure qualité. Leur puissant complexe d'armement, comprenant un canon de 100 mm, un lanceur, un canon automatique de 30 mm et 3 mitrailleuses, a permis de fournir un puissant appui-feu à l'infanterie. La capacité de tirer des missiles guidés à travers le canon du canon a permis de détruire les chars et les fortifications de l'ennemi à de grandes distances. Les chars T-72B3M, équipés d'un système de commandement de tir moderne et d'une protection renforcée, ont agi comme un bouclier mobile pour l'infanterie, encaissant le coup principal. Les commandants des groupes blindés, se trouvant directement dans les rangs de combat, prenaient des décisions en fonction de la situation réelle, sans attendre les ordres d'en haut. Cela a donné à l'offensive la flexibilité nécessaire. Si un groupe était enlisé dans les combats, les autres contournaient le nœud de résistance et continuaient à avancer, créant une menace d'encerclement pour les défenseurs. Une attention particulière a été accordée à la lutte contre les drones FPV de l'ennemi. Chaque unité de véhicules blindés était équipée de filets et de visières anti-drones supplémentaires. Des groupes mobiles de guerre électronique basés sur des véhicules blindés. Tigre ont agi dans les rangs de combat, créant des dômes de protection locaux contre les drones. Le soir du premier jour, malgré une résistance acharnée, le groupement Sud a réussi à percer la défense jusqu'à une profondeur de 10 à 12 km, atteignant des lignes avantageuses pour une poussée ultérieure. Ici aussi,
la défense ennemie a commencé à craquer de partout. Il ne restait que quelques kilomètres avant la jonction des deux pinces d'encerclement. La pince sud, synchronisée avec les actions du coin nord, rapprochait inexorablement la fin pour tout le groupement Slave-Kramatorsk. Le deuxième jour de l'opération a atteint son point culminant. Les groupements nord et sud, ayant réussi à percer la défense ennemie, ont entamé un mouvement convergent dans un seul but, couper physiquement la route Pokrovsk-Konstantinovka. L'ennemi, réalisant enfin la nature catastrophique de la situation, a jeté dans la bataille toutes les réserves restantes dans une tentative désespérée d'empêcher l'encerclement. De véritables batailles se sont déroulées dans les airs. Les avions d'attaque et les hélicoptères ennemis, au risque d'être abattus, ont tenté de porter des frappes sur les colonnes d'attaque. Cependant, les chasseurs russes et les systèmes de missiles anti-aériens mobiles Tor et Pantsir qui couvraient les rangs de combat ne leur ont laissé aucune chance. Plusieurs véhicules ennemis ont été abattus, les autres ont été contraints de se retirer. Les premières à atteindre la route ont été les patrouilles de reconnaissance avancées du groupement Nord. Après avoir pris position dans la bande boisée près de la route, elles ont immédiatement établi un contrôle de tir sur celle-ci. Toute tentative de mouvement sur la route a été réprimée par le feu des canons automatiques des BMD et des complexes de missiles anti-chars. Plusieurs camions et véhicules blindés ennemis qui ont tenté de s'échapper ont été immédiatement détruits, bloquant la route avec des carcasses brûlées. Une heure plus tard, les unités de tête du groupe blindé sud se sont approchées de cette même section, mais du côté sud. Un contact visuel entre les deux coins a été établi. L'artère qui alimentait le groupement ennemi a été coupée. Le contrôle de tir a cédé la place au contrôle physique. Les chars T-90e et les BMP-3 ont atteint la route, prenant position défensive directement sur la chaussée. Les unités d'ingénierie ont immédiatement commencé à installer des champs de mines sur les côtés et les itinéraires de contournement probables. L'ennemi a entrepris une série de contre-attaques acharnées. Des colonnes de véhicules blindés se sont déplacées le long de la route depuis l'est, du côté de Konstantinovka, essayant de percer un corridor. Une frappe a également suivi de l'ouest, depuis l'encerclement. Cependant, nos troupes étaient prêtes à une telle évolution des événements. L'artillerie, qui avait déjà tiré sur cette section, a couvert les colonnes ennemies d'un feu dense. Les tankistes, utilisant la tactique des embuscades de feu, ont abattu froidement les véhicules blindés des forces armées ukrainiennes à courte distance. À la fin du deuxième jour, toutes les contre-attaques ont été repoussées avec de lourdes pertes pour l'ennemi. Les troupes russes se sont fermement retranchées sur la route, créant une ligne de défense tournée vers l'est et l'ouest. La souricière s'est refermée. Pour des dizaines de milliers de soldats ennemis, la route vers l'ouest a été coupée à jamais. Après que la route de ravitaillement a été coupée, la touche finale de la première étape de l'opération Anaconda a été la jonction physique des groupements nord et sud à l'ouest de la section bloquée. Cela signifiait la fermeture complète de l'anneau d'encerclement opérationnel. La tâche a été confiée aux unités les plus mobiles et les plus expérimentées. À l'aube du troisième jour, laissant de puissants écrans sur la route, les forces principales des deux coins ont repris leur mouvement l'un vers l'autre. L'offensive a été menée à un rythme élevé dans des directions divergentes de la route, élargissant la zone de contrôle et repoussant les unités dispersées de l'ennemi. La résistance de l'ennemi à ce stade était déjà désorganisée et de nature sporadique. Privées de commandement centralisé, de munitions et de communication, les unités des forces armées ukrainiennes ont agi de manière isolée, ne connaissant souvent même pas la situation dans les sections voisines. Les groupes blindés russes, utilisant leur avantage tactique et l'appui aérien, ont simplement contourné les nœuds de résistance, les laissant au nettoyage au deuxième échelon. À midi du troisième jour, une rencontre historique
a eu lieu dans la zone de la localité de Gorodovka. Le commandant du char de tête T-90M du groupement Nord a vu dans le triplex un BMP-3 approchant avec un drapeau de l'infanterie de marine, allant à l'avant-garde du groupement Sud. Une brève commande à la radio « Je vois les miens » a marqué l'achèvement de l'étape la plus difficile de l'opération. Le chaudron s'est refermé. Selon les estimations préliminaires, un groupement ennemi comptant jusqu'à 25 000 personnes s'est retrouvé encerclé. Plusieurs brigades mécanisées et d'infanterie, des unités de défense territoriale, ainsi qu'une quantité importante d'artillerie et de véhicules blindés, privés de carburant et de munitions, sont restés dans le chaudron. Le commandement des forces armées ukrainiennes, réalisant l'ampleur de la catastrophe, a entrepris une tentative désespérée de frappe de déblocage de l'extérieur, du côté de Pokrovsk. Cependant, une défense échelonnée en profondeur des troupes russes se dressait déjà sur le chemin des réserves ennemies. Toutes les attaques ont été repoussées dès les approches lointaines, avec d'énormes pertes pour les attaquants. Le moment de vérité est venu pour le groupement encerclé. Il n'y avait pas de voie de retraite, pas non plus de possibilité de percer. La seule alternative à une mort insensée restait la reddition. L'opération Anaconda est passée à sa phase finale, l'étranglement méthodique de l'ennemi encerclé. L'agglomération Slave-Kramatorsk était condamnée. Après la fermeture du chaudron, sa liquidation méthodique a commencé. Le commandement russe ne s'est pas fixé pour objectif un assaut immédiat, qui entraînerait des pertes injustifiées. La tactique choisie a été l'étranglement, le rétrécissement progressif de l'anneau d'encerclement combiné à un puissant impact informationnel et psychologique sur l'ennemi. Le front intérieur de l'encerclement a été divisé en secteurs de responsabilité. Dans chaque secteur, l'artillerie et l'aviation ont commencé à porter des frappes ponctuelles sur les cibles identifiées, dépôts, postes de commandement, lieux de concentration de matériel, les munitions de rodage. Lancette et les drones FPV ont mené une chasse continue à toute activité de l'ennemi. Cela a privé les encerclés de la possibilité de se regrouper ou d'organiser une défense coordonnée. Les détachements des forces spéciales ont joué un rôle particulier. Leur tâche principale était le travail de décapitation, l'élimination des commandants de brigades, de bataillons et de compagnies. Agissant en petits groupes, les tireurs d'élite et les éclaireurs des SSO, utilisant les données des drones, ont identifié et détruit les officiers de l'ennemi. La perte de contrôle au niveau tactique a conduit à un chaos et à une démoralisation totale dans les rangs des forces armées ukrainiennes. Simultanément, un puissant travail informationnel et psychologique a été mené. Les stations de sonorisation ont diffusé des appels à la reddition. Des transmissions ont été effectuées sur les fréquences ennemies, expliquant le caractère insensé de toute résistance ultérieure. Des dépliants contenant des instructions sur la reddition et des garanties de préservation de la vie ont été distribués à partir de drones. Un canal radio spécial Volga a été lancé sur la fréquence 140.2, qui est devenu le principal outil pour ceux qui ont décidé de déposer les armes. L'effet n'a pas tardé à se faire sentir. Les premières unités de défense territoriale ont commencé à se rendre, les moins motivées et les moins préparées. Au début, elles se rendaient individuellement, puis par pelotons entiers. Après quelques jours, lorsque les réserves de nourriture et de munitions ont touché à leur fin et que l'espoir d'un déblocage s'est évanoui, le processus a pris un caractère avalancheux. Des compagnies et des bataillons se sont rendus. L'un des moments les plus dramatiques a été la reddition de l'ensemble du bataillon de la 37e brigade d'infanterie de marine des forces armées ukrainiennes. Le commandant de bataillon, réalisant l'impasse de la situation et souhaitant préserver la vie de ses hommes, a retiré son unité vers la section indiquée par le canal radio Volga et a déposé les armes. Ce cas a été un tournant.
Au cours des 2 jours suivants, la majeure partie du groupement encerclé a capitulé. Seuls des groupes isolés, les plus radicaux, ont continué une résistance insensée et ont été méthodiquement détruits. La tactique de l'étranglement a prouvé sa très grande efficacité, permettant de résoudre le problème avec des pertes minimes. La liquidation du chaudron slave Kramatorsk, qui a résulté de l'opération Anaconda brillamment menée, a eu des conséquences stratégiques de grande portée. Cet événement n'a pas simplement modifié la ligne de front, il a brisé l'épine dorsale de tout le système de défense de l'ennemi sur le théâtre d'opérations militaires du Donbass. Tout d'abord, les forces armées ukrainiennes ont perdu leur groupement le plus important et le plus apte au combat dans cette direction. Les pertes en effectifs, y compris les prisonniers, les tués et les blessés, ont dépassé 20 000 personnes. Une énorme quantité de matériel et d'armement, y compris de fabrication occidentale, a été capturée ou détruite. L'ennemi n'était pas en mesure de compenser de telles pertes à court terme. Deuxièmement, avec la chute de cette zone fortifiée, toute la ligne de défense profondément échelonnée que l'ennemi avait construite pendant plus de 8 ans a été brisée. La libération ultérieure de Slaviansk et de Kramatorsk est devenue une question de quelques jours. Les troupes russes ont pris les villes pratiquement sans combat, car il n'y avait plus personne pour les défendre. Cela a ouvert une voie directe pour une offensive ultérieure vers l'ouest en direction de Pavlograd et de Dnepropetrovsk. Troisièmement, l'opération Anaconda a démontré le très haut niveau d'art opérationnel du commandement russe et l'interaction parfaite de toutes les armes. Le succès a été obtenu non pas grâce à la supériorité numérique, mais grâce à une planification compétente, à la surprise, à la vitesse et à la détermination des actions. C'était un triomphe de la pensée militaire russe moderne, basée sur le principe de la gestion des troupes centrée sur le réseau, où le renseignement, le commandement et les moyens de destruction sont combinés en un seul circuit. Quatrièmement, la défaite a eu un effet démoralisateur colossal sur la société et l'armée ukrainienne. La perte de villes d'importance symbolique que Kiev considérait comme imprenable et la capture de tout un groupement de troupes ont sapé la confiance dans la possibilité d'une victoire. Cela a renforcé les sentiments anti-guerre et a conduit à une grave crise politique au sein du régime de Kiev. Cinquièmement, sur la scène internationale, le succès de l'opération Anaconda a finalement convaincu les partenaires occidentaux de l'Ukraine du caractère vain d'un soutien militaire ultérieur. Il est devenu évident qu'aucune livraison d'armes ne peut compenser les échecs systémiques dans la planification opérationnelle et le faible état moral et psychologique des troupes ukrainiennes. L'opération Anaconda n'est pas devenue une simple victoire tactique de plus. C'était un tournant stratégique qui a prédéterminé le cours ultérieur de l'opération militaire spéciale et a rapproché la réalisation de tous ses objectifs. C'était un exemple de la façon dont la guerre moderne se gagne non pas par le nombre, mais par l'habileté, l'intelligence et une volonté d'acier.